qui ont besoin de traduction français-anglais. Il y a, comme vous savez, sur Zoom, il y a un bouton de traduction en bas, Interpretation, ou traduction, et il faut que vous choisissiez la langue que vous voulez écouter. Ça, c'est pour les participants. So, for those who want a translation from English to French or French to English, you can use. Voilà, c'est la traduction pour vous dire que vous avez le service de traduction disponible en bas de votre écran. Il y a un bouton sur lequel vous pouvez cliquer pour choisir la langue qui vous convient. Voilà, tout le monde est en mute. Donc, bonjour tout le monde. Nous sommes ici aujourd'hui pour parler de la situation en Algérie, des contraintes que nous rencontrons. Donc, je me présente rapidement. Je suis Wadi Alasma. Je suis président du réseau Euromed, Euromed Droit, que certains parmi vous connaissent, d'autres pas. Mais donc, Euromed Droit, c'est un réseau d'organisations du nord, sud et est de la Méditerranée qui a été créé en 1997. Donc, nous avons 25 ans, 26 ans maintenant. Nous avons à peu près 80 organisations de tout le contour méditerranéen et d'un certain nombre de pays européens. Nous travaillons sur pas mal de thématiques et nous avons plusieurs projets de solidarité avec des pays dans lesquels la situation est délicate, dont l'Algérie. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Juste à un autre titre, je suis aussi engagé auprès sur la question algérienne depuis très longtemps, surtout sur la question des disparitions en Algérie. Dans le cadre du travail de la FEMED en Algérie, la Fédération Euromed des familles de disparition, dont mon organisation d'origine, le Centre libanais des droits humains, a été un des fondateurs. Je pense que la situation en Algérie, que malheureusement je suis depuis plusieurs années, ne cesse de se dégrader. Et une des spécificités de la situation en Algérie, c'est, je dirais, la capacité de l'État algérien à faire taire toutes les voix internationales qui essayent de s'opposer ou de dénoncer ce qui se passe en Algérie. C'est utiliser tous les moyens qu'il a en pouvoir, et on le sait que c'est un pays qui a beaucoup de leviers de pression sur l'Union européenne, sur la communauté internationale. Ces leviers se sont accentués ou ont augmenté depuis la guerre en Ukraine, surtout le levier du gaz. Et donc, je connais la difficulté que rencontrent nos collègues algériens, les défenseurs des droits humains algériens, les difficultés pour travailler sur place, ce qui explique l'absence de certains défenseurs qui ne peuvent pas publiquement intervenir aujourd'hui parce qu'ils ont peur de représailles, les difficultés de travailler au niveau international parce qu'effectivement l'Algérie utilise tous les moyens en son pouvoir pour fermer les portes. Et donc, il est important pour nous, ce side event était important pour essayer de porter autant que nous pouvons la voix des Algériennes et des Algériens. Et c'est pour ça que nous avons ici un certain nombre parmi nous de spécialistes, d'activistes en Algérie. Je les présenterai l'un après l'autre en fonction de l'ordre d'intervention pour essayer pour ne pas être très long et trop monopoliser la parole au début. Il y a un certain nombre de défenseurs qui ne sont pas là. Je souhaiterais juste citer quelques personnes que je connais, avec qui j'ai beaucoup travaillé, comme Nassera Dutour du CFTA et de SOS de disparu, ça dépend, et dont je sais qu'il continue depuis une vingtaine d'années, presque et même plus, à se battre en Algérie et à l'extérieur pour que les questions de droits humains en Algérie ne soient pas enterrées, on va dire, sous le gaz. Malheureusement, la problématique est complexe et j'attends, et vous êtes là pour la présenter. Donc, on va commencer avec notre ami Amna Guellali, qui va parler de l'instrument de la répression en Algérie, mais qui va nous donner aussi une vue globale de la situation. Donc, Amna, tu es juriste et militante
libyo-tunisienne des droits de l'homme, directrice adjointe pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord à Amnesty International, et tu avais travaillé comme analyste au bureau du procureur de la CPI à La Haye. Donc, je vais vous donner la parole. Et en moyenne, pour les intervenants, vous avez 7 à 8 minutes. Comme ça, nous laissons un peu de temps pour les participants pour intervenir. À vous la parole. Merci beaucoup, Wadir. Vous m'entendez? C'est bon? Parfait. Est-ce que Ok. les gens qui ont la traduction entendent bien? Je pense que oui. Merci. Alors, je voudrais remercier d'abord Euromed 3 et le Cairo Institute pour l'organisation de ce webinaire et pour l'invitation. Et j'aimerais commencer mon intervention par quelques remarques introductives, notamment sur la nature et l'ampleur de la répression à l'œuvre aujourd'hui en Algérie. En fait, ce que l'on constate aujourd'hui en Algérie, ce n'est plus seulement, à mon avis, la volonté des pouvoirs publics d'écraser le Hirak, de mater la rébellion et de pulvériser ainsi toute velléité de résurgence de ce mouvement populaire. Il me semble qu'ils sont désormais passés à une autre étape, celle de la vengeance, du désir de museler non seulement les voix qui ont compté et permis au mouvement donc d'exister, mais de montrer une revanche certaine et arrogante en accomplissant une chasse aux activistes et aux organisations qui ont milité pour la démocratie. Il s'agit de montrer un triomphe sans limite dans une mise en scène de la répression qui dépasse de loin donc sa visée immédiate, qui est celle de museler donc toute forme de voix dissidente. Il s'agit, à mon avis, au-delà de cela, d'instiller la terreur dans les milieux qui se sont mobilisés, de leur montrer qu'ils sont cernés de toutes parts, qu'ils ne peuvent plus avoir la moindre chance de survie, ce qui est le moyen le plus efficace trouvé de tout temps par les régimes autoritaires pour mater leur population. Cette terrorisation se fait selon plusieurs modalités. D'abord, il y a ce qu'on peut voir depuis un moment déjà, qui est le harcèlement judiciaire et policier permanent de certains activistes et journalistes. Je cite en exemple Mostafa Benjema, donc le rédacteur en chef du Provincial, donc un journal indépendant à Neba, qui a subi un harcèlement pendant des années avant d'être d'être emprisonné dernièrement. Un des autres exemples, c'est Mohamed Tajadit, un activiste très connu, appelé le poète du Hirak, et qui ne cesse de rentrer et de sortir de prison pour des motifs et selon des chefs d'inculpation variables. Donc, ce harcèlement judiciaire et policier se manifeste par des convocations répétées au poste de police, avec des interrogatoires pendant des heures sur la nature des publications sur Facebook, sur les activités. Il se manifeste également par de multiples procès contre une même personne qui, même si elle ne se retrouve pas en prison immédiatement, se voit quand même totalement étranglée par la machine judiciaire. Mais de plus en plus, on voit que ces multiples interrogatoires constitue un prélude en fait à l'emprisonnement, comme on l'a vu avec l'affaire donc Ahsen El-Qadi, qui avait été interrogé plusieurs fois et ça a culminé par son emprisonnement donc dernièrement. Donc ça, c'est la première modalité. La deuxième, l'une des autres modalités, c'est les interdictions arbitraires de quitter le territoire, qui se sont multipliées dernièrement, même à l'encontre de personnes qui n'habitent pas en Algérie, mais qui sont de passage pour voir leur famille ou pour d'autres motivations, et qui se sont retrouvées donc bloquées sur le territoire algérien à un certain moment. Mais aussi, donc on voit qu'il y a des interdictions de quitter le territoire arbitraire à l'encontre des activistes. Mostafa Benjema en faisait partie, par exemple. Je trouve qu'on voit aussi peut-être l'amorce d'une troisième modalité qui est celle
d'augmenter le cercle concentrique de la répression envers les familles. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne s'en prend plus uniquement aux activistes, mais aussi, dans certains cas, à leurs familles. Et donc, on voit que plusieurs membres des familles de certains activistes ont été arrêtés. Et certains, donc, comme dans l'affaire Amira Bouraoui, donc sa mère qui est aujourd'hui interdite de quitter le territoire algérien après avoir passé quelques jours donc en détention. Donc voilà, ça c'est un peu, disons, il me semble que on a basculé en Algérie vers une répression vraiment sur tous les plans et avec un vrai désir de montrer une toute puissance à l'égard de tous ceux qui ont participé au Hirak. Mais je trouve que en plus de cela, on assiste en fait à un véritable démantèlement non seulement donc du Hirak, mais de tous les acquis accomplis en matière de droits civils et politiques depuis l'ouverture qui s'est amorcée dans les années 90. Donc, juste pour rappeler, à la suite des manifestations populaires qui ont secoué l'Algérie en 1988, on a vu que les autorités avaient été obligées de changer les lois, y compris les lois sur les associations, celles sur les partis politiques, permettant donc un pluralisme politique et civique dans cet État où avait régné le parti unique pendant des décennies. Et suite à cela, il y a eu en Algérie pendant des années une relative liberté de la presse et d'association qui a permis à des journaux courageux et à des associations militantes de voir le jour. Ces associations, ces journaux, ces partis politiques devaient quand même naviguer, bien sûr, un paysage juridique et politique extrêmement miné, plein d'embûches, et leur existence ne tenait qu'à un fil. Mais elle tenait grâce à la ténacité et à la pugnacité dont ils ont fait toujours preuve. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que cet équilibre bancal où les autorités ont maintenu la presse, les associations, les médias, et toute la société civile pendant des années est en train d'être complètement détruit. Et donc, l'on bascule à nouveau vers un système de verrouillage systématique de l'espace civique et même politique. Donc, la dissolution du RAJ et de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme en sont les exemples les plus probants. D'ailleurs, les arguments utilisés pour la dissolution de la Ligue démontre que la répression ne peut aller que crescendo, car c'est l'existence même de la société civile indépendante que l'on veut anéantir. La LADDH et le RAJ étant accusés d'entretenir des liens avec des organisations de la société civile ailleurs, de défendre les droits des personnes arrêtées et somme toute de faire ce que toute association de par le monde est en droit de faire naturellement et sans interférence. On voit également, et là je rejoins ce que disait Wadir en début de son intervention, on voit que ce qui se trame, c'est une volonté d'isoler la société civile. Donc avec la nouvelle loi sur les associations, avec la réforme du code pénal qui a introduit une peine pouvant aller jusqu'à 7 ans de prison à l'encontre de personnes qui reçoivent des fonds de l'étranger, pour porter atteinte à la sécurité de l'État, à l'unité nationale et autres notions vagues, et avec ces peines pouvant être doublées pour les personnes qui reçoivent ces fonds dans le cadre d'une association. Donc, il y a ça. Il y a le pouvoir judiciaire qui interprète de plus en plus tout contact avec l'étranger comme une atteinte à la souveraineté nationale. On assiste donc à une tentative de mettre sous coupe les associations et les médias, de les isoler de leur environnement naturel et de casser toute forme de continuité avec le monde extérieur. Donc, il y a toutes ces recettes bien rodées par tous les régimes donc répressifs qui sont mis en place, instiller un climat de peur en s'en prenant aux activistes et à leurs familles, réprimer non seulement les voix critiques à l'intérieur, mais aussi aux voix dissidentes et critiques à l'étranger, cerner de toutes parts les associations et les activistes en leur interdisant de quitter le territoire, en les accusant de terrorisme. Tout cela fait qu'on a quand même le portrait d'un pays qui est de plus en plus fermé à toute forme
de critique et qui ne cesse justement de faire valoir ces leviers, les leviers qu'il possède pour endiguer toute forme de critique internationale. En ce qui concerne les moyens donc, de la répression dans les autorités algériennes, que les autorités algériennes auxquelles les autorités algériennes ont recours, on voit qu'il y a d'abord une mobilisation de toutes les ressources du code pénal pour poursuivre les personnes arrêtées. Et il y a un recours vraiment massif à des articles vagues et dont les contours ne sont pas définis de manière précise pour laisser une grande marge d'interprétation aux juges. On voit qu'il y a tous ces articles donc, comme l'atteinte à l'intégrité territoriale de l'Algérie, l'atteinte à l'unité nationale, l'atteinte au président de la République. On voit qu'il y a un recours aujourd'hui aussi assez systématique aux nouveaux articles introduits en 2020 sur la criminalisation de la propagation de fausses nouvelles ou fake news, donc appelées fake news en anglais, notamment à l'encontre des journalistes, et bien sûr le recours abusif à l'article 87 bis du Code pénal, dont la réforme en 2020 a permis de criminaliser comme terroriste toute forme de lutte pour un changement démocratique en Algérie. L'autre instrument de la répression, bien sûr, et je pense que certains de mes collègues vont en parler de manière plus approfondie, c'est le système judiciaire. Je voudrais revenir aujourd'hui sur certains épisodes qui ont caractérisé la mainmise des autorités donc, et du pouvoir exécutif sur la justice et l'intimidation des juges qui expliquent à quel point aujourd'hui le système judiciaire est sous la coupe directe du pouvoir exécutif. On se rappellera sur ce… Amna, 2 minutes, oui. Si vous pouvez. Ouais, merci. D'accord, très bien. Sur cette question, on se rappellera que le 10 février 2020, le ministère de la Justice avait ordonné, apparemment par mesure de rétorsion, le transfert d'un procureur, Mohamed Sid Ahmed Belhadi, à El Oued, donc à 600 km au sud d'Alger, après que celui-ci a exhorté un tribunal d'Alger à acquitter 16 manifestants qui avaient été uniquement poursuivis, selon lui, pour avoir exercé leur droit à la liberté de réunion. Donc, il y avait cet incident-là qui avait eu lieu en 2020, un transfert punitif d'un juge. Et on a vu que le 30 mai 2021, ça c'est un autre exemple, le Conseil supérieur de la magistrature algérien, qui manque d'indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif en ce qui concerne la supervision des juges. Donc, a radié le juge Saad Eddine Merzouk, l'un des fondateurs et le porte-parole du club des magistrats algériens, qui est une structure indépendante, parce qu'il avait fait état de son soutien à la démocratie et au mouvement du Hirak en Algérie et exercé son droit d'association. Donc, on voit que là, ce sont deux incidents qui ont marqué quand même un tournant dans dans la mainmise du pouvoir exécutif sur le pouvoir judiciaire, en envoyant un signal très clair au système judiciaire et aux juges que toute forme de dissidence ou toute forme d'indépendance serait immédiatement sanctionnée. Et donc ça, le résultat de cela, c'est qu'on a aujourd'hui une justice qui est complètement sous la coupe de l'exécutif et qui est donc obéit aux ordres disons direct ou indirect, même dans une espèce de servitude volontaire, voilà, dans lequel il y a par exemple un recours systématique à la détention préventive
Et ce harcèlement judiciaire dont j'ai parlé au début, qui continue à empoisonner la vie de centaines de personnes qui ont pris part au Hirak et qui continuent à subir donc cette vengeance dont j'ai parlé au début avec ce recours vraiment quotidien de la part de la police et du système judiciaire à des interrogatoires, des convocations, etc. Voilà, je m'arrête là et Merci. Merci beaucoup, Amna, de on va dire, ce point de vue global sur la situation euh, des, euh, des droits en Algérie et sur comment l'État utilise la justice et la répression et la loi pour réprimer. Et je pense que la définition de dire se venger du Hirak, c'est important à mettre en œuvre. Sans tarder, je vais passer la parole à Mouloud Boumgar, professeur de droit public et membre actif de la société civile algérienne. Il est spécialiste de droit international des droits de l'homme et auteur de nombreuses publications scientifiques et contributeur régulier au débat public en Algérie. Je pense que Mouloud va nous parler d'un sujet que Amna a soulevé à la fin de son intervention, qui est l'élargissement de la définition du terrorisme afin de réprimer les acteurs du changement démocratique. Juste pour vous rappeler que si vous avez des questions, vous les posez. Vous avez le Q&A en bas que vous pouvez utiliser pour poser des questions aux panélistes et on ouvrira à la fin effectivement le débat pour les questions. Mouloud, je vous passe la parole. Mouloud, vous êtes sur mute et si vous pouvez tenir dans 8 minutes, entre 8 et 10 minutes, ça serait parfait. Je vais essayer. Merci Wadiem, merci aux organisateurs, donc au Cairo Institute et aussi au Mednarex pour l'occasion qu'il nous a donné de parler de la situation des droits de l'homme, de la très mauvaise situation des droits de l'homme et des défenseurs des droits de l'homme en Algérie. Donc moi, il m'a été demandé après cette introduction très claire de la part d'Amna Gildali qui offre un panorama des moyens répressifs, des méthodes de la répression, qui utilise à la fois la loi, comme l'a résumé Wadiem, qui utilise aussi l'appareil judiciaire comme appareil répressif dans un but instrumentalisé, dans un but politique. Il m'a été demandé de parler de quelque chose de beaucoup plus précis et d'assez qui est intervenu à partir de juin 2021. C'est l'élargissement de la définition du terrorisme et l'instrumentalisation de la politique de l'accusation de terrorisme à l'encontre de militants pacifiques. Donc, je ferai quelques petites remarques préliminaires sur la question. C'est que je tiens à préciser d'abord que l'élargissement de la définition du terrorisme et l'instrumentalisation à des fins politiques de l'accusation de terrorisme s'inscrivent dans le cadre d'une répression qui est méthodique, répression du Hirak, dont a déjà parlé Amna, qui vise non seulement à réduire, et je suis entièrement d'accord avec Amna sur ça, il vise non seulement à réduire le Hirak à néant, mais à supprimer tous les espaces de liberté qui existaient par le passé, même si l'Algérie n'a jamais été une démocratie et ni un État de droit. En fait, le recours à l'accusation de terrorisme vise à tétaniser, et j'utiliserai aussi le verbe qu'a utilisé Amna, c'est terroriser la société, et il fait aussi changer d'échelle à l'autoritarisme algérien. On était dans un régime autoritaire qui voulait se donner une façade démocratique et qui gardait certains espaces de liberté réduits, mais qui existaient. Et on est dans un passage à un régime dictatorial qui anéantit les libertés et qui réduit le pluralisme formel qui existait jusque-là et qui est en train de supprimer ce pluralisme formel. Donc, on n'est plus dès maintenant, l'exercice pacifique ou même l'idée même d'exercer pacifiquement ces libertés fondamentales en Algérie fait peser un risque important de poursuite pénale. Et donc là, la nouvelle définition du terrorisme est une arme de dissuasion pénale massive, redoutable entre les mains des autorités. Le deuxième point, c'est que dans le contexte algérien, cette accusation est infamante et elle est dangereuse. Elle est infamante parce que, regarde ce qu'a été la mobilisation populaire en Algérie. Le Hirak est un mouvement fondamentalement pacifique dans son essence et dans ses modalités d'action, et elle renvoie ceux qui revendiquent un état de droit démocratique en Algérie, un état civil non militaire, aux groupes armés terroristes des années 90. Et elle est dangereuse parce qu'elle instrumentalise
c'est une instrumentalisation des divisions et des blessures des années 90, de la guerre civile des années 90, et c'est une instrumentalisation qui est faite par les autorités pour se maintenir en place. Wadi a évoqué tout à l'heure les disparitions, les milliers de disparitions forcées qu'il y a eu en Algérie durant les années 90. On peut y ajouter les milliers de victimes du terrorisme. Et donc, les blessures sont profondes et le régime est en train de les instrumentaliser. Enfin, et je m'arrêterai sur ça, sur les remarques préliminaires, c'est que l'ordonnance présidentielle de juin 2021, qui élargit la définition du terrorisme et qui crée la liste nationale des terroristes, des personnes terroristes et entités terroristes, a fait l'objet d'un contrôle de constitutionnalité par le Conseil constitutionnel algérien, qu'il a jugé conforme à la Constitution, au terme d'un contrôle qui est évidemment très superficiel. Mais qu'est-ce que ça montre? Tout à l'heure, Amna Ghlali a parlé d'une justice qui est aux ordres dans une forme de servitude volontaire. On a exactement le même phénomène. Ça nous montre que les rares garanties constitutionnelles qui existent, et elles sont rares rares et imparfaites, et les mécanismes de contrôle qui sont prévus sont totalement ineffectifs et sont totalement inefficaces. Sur le fond, maintenant, je parlerai d'abord de l'élargissement de la définition du terrorisme. Je pense que c'est assez bien connu malheureusement maintenant. En juin 2021, il y a eu cette ordonnance présidentielle qui a élargi la définition du terrorisme, qui est contenue à l'article 87 bis du Code pénal. Et elle a introduit deux éléments. Le premier, et je pense que ça mérite d'être cité parce que du coup, on comprend tout de suite où est le problème, le fait d'œuvrer ou inciter par quelque moyen que ce soit à accéder au pouvoir ou à changer le système de gouvernance politique par des moyens non constitutionnels. Et donc, il n'y a aucun moyen violent qui est requis ici pour tomber sous le coup de la définition du terrorisme. Le deuxième élément qui est introduit, le deuxième élément constitutif du crime de terrorisme qui est introduit par la révision de 2021, c'est le fait de porter atteinte à l'intégrité du territoire national ou inciter à le faire par quelque moyen que ce soit. Donc, on a deux choses. C'est la criminalisation de la revendication du Hirak, qui est un État de droit démocratique, une transition démocratique, éventuellement pour certains une assemblée constituante. Tout ça devient une action terroriste. Et le séparatisme du MAC, du Mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, devient un acte de terrorisme, peu importe qu'il soit violent ou non violent, c'est un acte de terrorisme en soi. Et donc, on voit bien qu'il y a aussi une instrumentalisation politique, puisqu'il vise à assimiler le Hirak à un mouvement, d'une part, séparatiste, qui n'a pas pris part à ce Hirak, et d'autre part, derrière la classification de ce mouvement, le MAC et de Rached, qui est d'inspiration islamiste, de considérer que le Hirak a été pris en otage par un mouvement conservateur islamiste qui a été créé par des éléments du FIS des années 90. Là encore, on a une forme d'instrumentalisation de la guerre civile et des divisions des années 90. Alors, le caractère large et vague de l'infraction terroriste existait avant juin 2021. Il y a à plusieurs reprises, il a été souligné par le Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Mais ce qui est aussi frappant, et je l'ai dit, il n'y a pas besoin de recourir à la violence pour commettre l'infraction terroriste. Et avec une telle définition du terrorisme qui est extrêmement large et qui est extrêmement politique aussi, l'accusation d'appartenance à un groupe terroriste, qui est une autre infraction pénale qui existe depuis l'origine de la législation terroriste et qui est actuellement codifiée dans le code pénal, devient facile à distribuer à peu près à n'importe quel militant du Hirak, ou à n'importe quel sympathisant du MAC, à n'importe quel sympathisant de Rached, ou supposé tel, à n'importe quelle personne qui a une revendication culturelle amazigh et de manière générale à n'importe qui exprime une voix critique d'opposition, même de manière pacifique. Et on le voit à travers le profil des personnes poursuivies. On a des catégories sociales différentes. On a des personnes engagées dans la défense des droits de l'homme ou l'action civique, comme Khdor Chouicha et Jamila Loukel, par exemple, ou Saïd Boudou, le journaliste. On a des militants politiques non violents, pacifiques, qui viennent de divers horizons idéologiques. Et donc là, c'est égalitaire, hein, si je puis m'exprimer ainsi, et qui ont pour point commun de s'opposer au régime en place, pacifiquement. Et l'accusation d'appartenance à un groupe terroriste peut aussi toucher un avocat qui défend une personne poursuivie pour appartenance à un groupe terroriste. On l'a vu avec le cas de Raouf Arslan, de maître Raouf Arslan, qui est d'un barreau de l'Est du pays, qui a été condamné en juin 2022 à 3 ans de prison ferme, dont une année ferme qu'il venait de passer en détention provisoire. Et là, on voit que les poursuites pour appartenance à un groupe terroriste se comptent au moins par dizaines, voire par centaines. La documentation est très difficile et le chiffrage est très difficile à établir. En tout cas, c'est clair que ça vise à terroriser toute voix critique. Alors, juste encore deux éléments, c'est que
D'abord, la garde à vue en matière terroriste, elle peut aller jusqu'à 12 jours, ce qui entraîne la possibilité de mauvais traitements, donc ce qui multiplie les risques de mauvais traitements, en sachant que ni la loi algérienne ni la jurisprudence n'ont une position claire d'exclusion des aveux obtenus sur la contrainte lors d'un procès pénal. Et on l'a vu récemment à l'occasion du procès de Walid Naqesh. Et la détention provisoire dont il a été question tout à l'heure, elle est utilisée de plus en plus comme non pas comme une mesure préventive, mais comme une mesure punitive en soi, y compris lorsque la personne finit par être acquittée. La détention provisoire a duré plusieurs mois au minimum. Enfin, j'aimerais finir avec la question de l'article 87 bis 13 du Code pénal, qui a aussi été introduit en juin 2021 et qui crée le principe d'une liste officielle, nationale, des entités, des personnes et entités terroristes. Alors là, c'est tout simplement l'institutionnalisation de l'arbitraire. Si j'ose dire, c'est encore pire que la définition du terrorisme, puisque là, il y a tout simplement la possibilité. Donc, cette liste est établie par une commission présidée par le ministre de l'Intérieur, qui est de composition administrative, donc ce n'est pas un organe judiciaire qui l'établit. Les personnes qui peuvent figurer sur la liste peuvent l'être dès qu'elles sont sous enquête préliminaire, donc on est au stade 0 de la procédure pénale. Et deuxièmement, la liste est publiée au journal officiel, et on en a une publiée en février 2022, qui comporte 16 personnes physiques et 2 organisations que j'ai mentionnées tout à l'heure, le MAC et Rachad. Et on voit que la manière dont on procède, qui est prévue par la loi et le décret d'application, c'est que tout simplement le principe même de la présomption d'innocence n'est pas respecté. Deuxièmement, cette liste est publiée au journal officiel, alors qu'en matière pénale, et on le sait tous, le procès est public, mais le jugement ne l'est pas, à moins que l'intéressé le rende public, et les antécédents judiciaires, le casier judiciaire n'est pas accessible. Il est accessible uniquement à l'intéressé, éventuellement à quelques autorités, notamment répressives. Mais vous voyez donc qu'on a un droit très dérogatoire au droit commun, une législation antiterroriste extrêmement dérogatoire au droit commun, et qui ouvre la voie, non seulement terrorise la population, mais qui ouvre la voie à de multiples abus lorsqu'elle est appliquée normalement, par le simple fait de son application, et par le simple fait de son existence en réalité. Et on a une véritable, je le répète, une véritable institutionnalisation de l'arbitraire. Alors, j'aimerais m'attarder sur un cas particulier à la fin. On a le cas d'un jeune homme né en 84, donc il avait, puisqu'il est décédé, qui figurait, Jugurta Ouadghiwi, qui figurait sur la liste des terroristes, publiée au journal officiel. Il a réussi à fuir l'Algérie et se réfugier en France, où il a trouvé la mort dans des circonstances qui ont paru suspectes à l'opinion publique. Et ce qu'on retrouve, c'est que non seulement son rapatriement a pris du temps, mais qu'en plus, on voit que son nom apparaît à la fin du procès, parmi les condamnés à la perpétuité, à la fin d'un procès qui s'est tenu récemment devant le tribunal de Dar el Bedah à Alger. Alors, ce n'est pas anecdotique, mais c'est assez révélateur du fonctionnement de la justice et du fonctionnement de cette... j'ai l'habitude de dire, mais je pense que tout le monde peut le constater, que l'inscription sur la liste des terroristes équivaut à une mort sociale, parce que les effets sont très durs. Mais ici, on a plus que ça, c'est-à-dire qu'on est poursuivi dans la mort. Et la situation est quand même très particulière et extrêmement révélatrice de la dérive profonde des autorités aujourd'hui et de la dérive profonde à la fois du système judiciaire algérien et du système politique et institutionnel dans sa globalité. Alors, pour conclure, et je finirai là, on va dire, je pense qu'il est extrêmement aujourd'hui urgent de réclamer et d'obtenir l'abrogation des dispositions législatives liberticides, en particulier celles du Code pénal relative au terrorisme, et que, de manière générale, le Code pénal soit entièrement révisé pour le mettre en conformité avec les standards des droits fondamentaux, en particulier avec le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Merci.
Merci beaucoup, Mouloud. Après cette synthèse détaillée, enfin un peu détaillée, mais surtout une synthèse très intéressante de comment l'État algérien est en train d'utiliser des lois anciennes, en train de remodifier les lois, le tout dans un objectif très clair et je pense que évident, c'est de restreindre les libertés. Je voudrais passer la parole à Maître Aïssa Rahmouni, avocat défenseur des droits de l'homme, membre de la Ligue algérienne de la défense des droits de l'homme et vice-président de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, Aïssa, et il va nous parler un peu de l'application quelque part pratique de ces restrictions et surtout du cas de la LADDH et du RAJ, de nos amis de RAJ qui ont été, dont les organisations ont été dissous dans des conditions du moins qu'on puisse dire suspectes. Aïssa, je te donne la parole. Entre 8 et 10 minutes, pareil. Merci Mouloud d'avoir tenu et Amna d'avoir tenu à ces horaires. L'objectif, c'est de laisser le temps un peu aussi à nos amis qui nous suivent de poser quelques questions à la fin. Merci Wadir, bonjour tout le monde. Mes remerciements aussi au réseau Remède Droit, mais aussi à l'Institut du Caire pour nous avoir permis aujourd'hui d'échanger, de discuter et puis remettre en surface cette réalité amère en Algérie, celle des droits civiques et politiques à la fois, de la société en général et du peuple algérien. Aujourd'hui, il faut dire que le régime, il y a un glissement très grave du régime algérien qui assume pleinement sa qualité, sa nature de régime dictatorial. Il y a un glissement d'un État autoritaire, comme disait Mouloud, vers un État dictatorial. Aujourd'hui, il se place même en étant le parrain des régimes autoritaires dans la région. Quand on sait que Slimane Bouhafs, qui était sous la protection internationale établie en Tunisie, a été rapatrié en Algérie par les services de sécurité chez nos amis et frères tunisiens sur le sol tunisien. On a vu les déclarations de Slimane Bouhafs qui avait subi la torture, le kidnapping et le rapatriement en Algérie dans un sol tunisien qui était aussi sous la protection internationale. Aujourd'hui, la réalité, elle est qu'il y a un sale temps pour les droits humains en Algérie. Quand on voit la violence tant exprimée par Emna et Mouloud dans le volet juridique, législatif, on dirait que le régime a codifié ce qui était déjà en vigueur à partir d'une mise sous la législation de textes, de différents textes qui diabolisent la société civile d'une part, qui criminalisent l'acte citoyen d'une autre part. Alors là, donc, le cas de beaucoup d'associations, ce n'est pas seulement la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme et le Rassemblement Action Jeunesse, mais souvenez-vous aussi que l'Église protestante d'Alger a été aussi frappée par l'interdiction, par la dissolution en Algérie, que beaucoup d'associations comme SOS Babloued, que Caritas aussi ont subi le même sort. Donc, on commence déjà par interpeller les principaux responsables de ces organisations, comme le cas de Marnine, comme le cas de Wahab Farsaoui et les amis du RAJ. Après, on monte des dossiers en se basant sur des faits qui sont inacceptables pour ces associations, parce quel est le mandat d'une association? On retrouve un dispositif, un article dans la loi 06-12, qui est l'article 39, qui dit clairement est dissoute toute association qui s'ingère dans les affaires internes de l'État. Alors, on se pose la question, quel est le rôle d'une association, d'une ONG, si ce n'est de s'impliquer dans l'ambiance sociale, dans la construction de la société civile et des droits des personnes dans un pays. Comment on retrouve dans le Code pénal, par exemple, des articles comme l'article 95,
qui pénalise le financement ou la solidarité, ce qu'on a appelé en Algérie le délit de solidarité. Beaucoup d'universitaires, on les a vus être présentés devant le procureur et traduits devant le juge d'instruction pour le fait d'être solidaire avec les familles de détenus. Beaucoup d'articles, on cite entre autres l'article 97, 98 et l'article 100, qui sont de véritables outils et mécanismes juridiques pour mettre à part et dissoudre toute cette ambiance qui est née à travers le Hirak. Ajoutons à cela des lois. Quand on sait que, par exemple, dans la Constitution algérienne, l'article 52 et 53 qui garantissent l'exercice des associations, leur libre réunion, le rassemblement, enfin, ce qui est une association, c'est ça, une association, une ONG. À côté de ça, on a des articles de la Constitution, on a des lois qui, en fin de compte, sont venus comme négation à l'esprit de la Constitution et des conventions pourtant ratifiées par l'Algérie. La loi 1204 relative aux partis politiques, la loi 90-14 régissant le monde du travail et l'action syndicale, et la loi 06-12 que j'ai citée précédemment. Donc, ces lois ne garantissent pas réellement l'exercice des partis politiques, mais aussi des associations, quand on sait par ailleurs que beaucoup de partis politiques, comme le Rassemblement pour la culture et la démocratie, le RCD, qui sont aujourd'hui sous l'intimidation permanente de l'administration, mais aussi de l'appareil judiciaire. Quand on sait que le PST et le MDS, qui sont des partis d'opposition très impliqués dans le Hirak. Et je rejoins Emna quand elle disait que c'est la revanche sur le Hirak qui s'opère sur tous les acteurs qui ont contribué au Hirak et à son esprit. Quand on voit le PST et le MDS qui sont gelés aujourd'hui par la justice algérienne, quand on voit l'UCP de Louis Ahnoun et l'UCP de Zoubida Assoul et le Parti des travailleurs de Louis Ahnoun, aujourd'hui qui subissent aussi des harcèlements dans leur travail en tant que parti politique. Le cas de Radio M est édifiant. Le cas des syndicats aussi, quand on sait aujourd'hui qu'il y a un projet de loi sur l'exercice syndical et prévention des conflits sociaux et le droit de grève qui est décrié par les syndicats autonomes. Quand on sait aujourd'hui que les syndicats autonomes ne peuvent pas se faire enregistrer et avoir leur agrément et vivre dans un monde syndical pour défendre les droits socio-économiques des travailleurs. Donc aujourd'hui, il y avait un durcissement législatif, un durcissement de loi. Comme je disais tout à l'heure, c'était vraiment codifier ce qui était déjà en vigueur. On passe à une deuxième étape qui est la pénalisation, la criminalisation de l'action citoyenne, de l'action militante, de l'action politique, pour enfin arriver à des verdicts de peine capitale qui sont la dissolution du Rassemblement Action Jeunesse et la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme sous les chefs d'inculpation qu'ils entretenaient des relations avec d'autres ONG internationales qui sont pourtant cités dans l'arrêt rendu par le tribunal administratif d'Alger, le réseau Euromed Droit, mais aussi la Fédération internationale des droits humains. Donc, on est arrivé à un stade grave, voire gravissime de l'autoritarisme en Algérie. Plusieurs cas sont aussi à signaler, comme le cas de Zaki Hnash, aujourd'hui il se retrouve sous la protection internationale en Tunisie, qui risque l'extradition en Algérie et pourquoi pas des traitements, et c'est sûr, des traitements inhumains à l'encontre de cet activiste. Donc voilà à peu près le schéma où on se retrouve. Et l'Algérie aujourd'hui est le parrain régional de tous les régimes
autoritaire. Il y a une contagion, même chez nos amis de Tunisie. D'ailleurs, on voit la solidarité qu'il y a entre les deux chefs et les deux régimes quand il s'agit d'activistes algériens qui se retrouvent en Tunisie ou en Algérie. Le cas de Yousra Fraous est aussi frappant, une activiste, la directrice du bureau régional de la FIDH, qui, en visite de travail en Algérie, s'est vue refoulée par des autorités algériennes. Donc, voilà la situation où on se retrouve, où aujourd'hui, la violence du régime n'est pas seulement une violence sur le terrain, sur la pratique policière, la pratique judiciaire, mais aussi une violence dans la législation. Permettez-moi de rajouter un élément très important, qui est l'ordonnance présidentielle 97-159, qui attribue plus de pouvoir à la police judiciaire des services de sécurité en termes d'enquête, en termes d'investigation. Et c'est pour cela que des magistrats, des procureurs se retrouvent aujourd'hui avec 4 corps qui font les enquêtes préliminaires: la police judiciaire de la gendarmerie nationale, la police judiciaire des services de sécurité et la police judiciaire de la sécurité de l'armée. Donc aujourd'hui, le magistrat se retrouve, comme on dit, comme un cadavre encerclé qui ne peut qu'obéir aux instructions, aux injonctions de la police judiciaire sans pour autant avoir la moindre prérogative, le moindre pouvoir pour être autonome et indépendant. Et je m'arrêterai, je pense à ça, et je pense qu'on va revenir par la suite dans le débat, espérant que j'ai respecté le temps qui m'était imparti. Merci beaucoup, Issa. Merci pour ce détail de ce qui se passe en Algérie et aussi de cet éclairage sur on va dire, l'alliance non dite entre le régime algérien et les régimes tunisiens sur la répression des activistes des deux côtés. Et malheureusement, je pense que c'est un des points qui est important de souligner au niveau des Nations Unies, au niveau de l'Union européenne, la restriction, qu'on appelle combien notre espace opérationnel dans cette région-là, et en particulier en Algérie. En Algérie, il n'a jamais eu d'espace opérationnel de travail pour les défenseurs des droits de l'homme, mais même le peu qui existait est en train d'être, on va dire, réduit, et tous les moyens sont utilisés pour le réduire de plus. Maintenant, je vais donner la parole à Karim Salem du Cairo Institute pour parler des pressions qui sont exercées sur le pouvoir judiciaire, mais aussi du harcèlement qui est fait sur les avocats défenseurs des droits humains. Karim il coordonne le plaidoyer et la mise en réseau au sein de l'Institut du Caire pour les études des droits de l'homme, le Cairo Institute for Human Rights Studies, que nous connaissons tous et qui co-organise. Donc, nous co-organisons cet événement avec eux. Salem travaille depuis 2010. Karim travaille depuis 2010 avec des organisations de la société civile locale, régionale et internationale pour la défense des droits de l'homme dans la région MENA, c'est-à-dire la région Moyen-Orient, Afrique du Nord et Europe. Karim, la même chose, une dizaine de minutes, entre 8 et 10 minutes, s'il te plaît. Merci beaucoup, Wadia. Merci beaucoup pour modérer cette session et pour tous les intervenants. La situation, elle est très inquiétante. Comme les interventions précédentes, ils ont souligné que il y a un plan orchestré par les autorités d'étouffer les demandes de changement démocratique et aussi de diaboliser tous les acteurs et les isoler. Avant, je souhaite commencer que c'est très important pour les pays membres du Conseil des droits de l'homme de faire très attention que les attentes des activistes qui risquent leur vie, des risques sur leur intégrité physique, détention, que le Conseil des droits de l'homme assume ses responsabilités et s'éloigne
des compromis qui se passent entre certains pays européens et le régime algérien. Faire des compromis sur les droits de l'homme, c'est pas durable ni pour les populations qui sont en Europe, ni pour les activistes et le peuple algérien. Pendant un moment, l'Europe, il était dépendant de la Russie en termes de gaz, d'énergie. Ceci était au mépris de plusieurs violations qui se passaient en Russie avant. Quand il y a eu la guerre en Ukraine, des pays, ils étaient obligés d'être plus cohérents et de trouver des alternatives de gaz. Malheureusement, pour les Algériens, ça donnait plus de poids au régime algérien de faire plus de répression en profitant de devenir euh, le pays qui alimente en gaz et pétrole, et en contrepartie, il demande qu'on cesse de parler de violation et il lui donne une carte blanche pour augmenter cette campagne de pression. Pour rappeler, faire ceci, c'est très dangereux parce qu'à un moment donné, cette répression, elle va créer des cycles de violence et à un moment donné, les pays vont être obligés d'être plus cohérents. Le Conseil des droits de l'homme, il devrait prendre des mesures un peu plus concrètes en termes de demande à l'Algérie de faire respecter les droits fondamentaux, de respecter ces recommandations qu'elle a acceptées pendant le UPR, le processus de rapport universel, et ainsi peut-être voir la possibilité d'établir une mission d'enquête des violations systématiques et à très large échelle en Algérie. La répression, elle a commencé sur les manifestants qui essayent de bloquer des places publiques pour se mobiliser, pour demander un changement qui rend avec la décennie noire et les années autoritaires qui se sont suivies, avec aucune réparation et enquête concrète, transparente sur les victimes et les disparus jusqu'à maintenant, et leur sort, et qui est responsable afin de garantir la non-répétition. Ce qui ne s'est pas passé, mais ce qui est passé, c'est la répétition. Cette répétition, elle commence par diaboliser, faire une répression contre les manifestants et avec des séries de violations. Ensuite, s'étend aux acteurs de la société civile, associations, syndicats, des médias outlets, journaux, radios. Ensuite, les Algériens au diaspora. Et ça prend plusieurs formes. Soit, à un moment donné, essayer de faire une menace qui va être une déchéance de leur nationalité, s'ils défendent la promotion des droits de l'homme pour l'Algérie et en temps à l'étranger, ou les embêter, les prévenir, faire une prévention à leur retour en Algérie, ou une fois qu'ils sont rentrés, les arrêter ou, au meilleur des cas, les empêcher de ressortir. Et ensuite, des tentatives d'enlèvement qui a été réussi avec M. Souleymane Bouhaf, qui est en situation médicale très difficile. Il était kidnappé malgré la protection internationale. C'est une responsabilité de la Tunisie, mais aussi de Haut Commissariat des réfugiés, qui a une responsabilité directe de demander et faire pression que cette personne sous sa protection, il doit être gracié ou libéré parce qu'il était enlevé de la Tunisie. Et il n'y a pas eu de coopération des autorités tunisiennes pour éclaircir comment l'enlèvement s'est passé. Et ça aussi, ça ferme les espaces aux Algériens et aux acteurs dans la région aussi, que la Tunisie, elle commence à coopérer et de fermer cet espace libre. La situation en Algérie, est très similaire à la situation en Égypte,
où un régime il met en place tous les moyens de répression pour isoler les acteurs de changement pacifique et les diaboliser. Alors, les acteurs de la société civile en Algérie, soit ils sont terroristes, avec l'élargissement de définitions mis par les autorités, soit ils sont des espions, des personnes qui accomplissent un agenda étranger, et à la fois pour les diaboliser pour la population et mettre une alternative, une seule alternative à la population, soit le régime en place, soit le chaos et la décennie noire, et que tous les acteurs de la société civile soient des terroristes ou des personnes avec agenda étranger. Ensuite, le rythme ou les types de violations, ils sont aussi augmentés. On a commencé par des arrestations arbitraires pendant les manifestations, et le taux de violence pendant l'arrestation et la détention, c'est arrivé à des traitements inhumains, des abus sexuels et de la torture. Ensuite, les mauvaises conditions de détention, accès médical, des cas qui a eu un décès pendant la détention, et le manque social aussi que Meloud a évoqué. Et aussi, ça touche aussi toutes. C'est pas seulement les activistes qui demandent les droits civils et politiques. On a aussi les groupes qui défendent les droits des LGBT, les mouvements féministes, des minorités religieuses comme les Ahmadis et les chrétiens aussi, en termes de leur exercice de liberté de conscience et de liberté de pratique religieuse, mais aussi l'accès aux lieux de pratique religieuse. Les syndicats, ils étaient frappés de manière très forte par les ciblés, d'intenter des procès à l'encontre de leurs membres et de les qualifier de terroristes, des syndicats qui font leur travail de lutte sociale pacifique. Concernant le pouvoir judiciaire, il est sous pression directe par le ministère de la Justice, qui fait pression et a intenté de procès contre spécialement les activistes, les manifestants, les membres de la société civile, les syndicats et les journalistes et les acteurs de la société civile, les Algériens activistes à l'étranger. Et si les membres de pouvoir judiciaire ne vont pas se plier à ces pressions de l'exécutif, ils vont avoir des répercussions, des représailles contre eux, comme a évoqué Amna, le juge Saad Eddine Marzou, qui est fondateur du syndicat des clubs de magistrats libres, le procureur adjoint Ahmed Belhadi aussi, pour soutenir le mouvement de Hirak, Noura Mokran, Mourad Guédier, greffier, et en plus, les avocats qui défendent les cas des personnes de Hirak en arrestation ou qui sont poursuivis, ils sont tout le temps sous menace d'être arrêtés parce s'ils transmettent des informations sur le procès ou sur les accusations, qui est un travail juridique normal pour voir les garanties de procès équitable. À ce moment-là, il subit des pressions énormes de ne pas communiquer, de ne pas travailler sur ces cas ensemble avec des acteurs à l'extérieur de l'Algérie et qui peuvent à tout moment, s'ils engagent des opinions ou une position pro-Hirak, et qui vont être arrêtés. Et c'est quelque chose, une pratique qu'on le voit déjà en Égypte, que les avocats qui défendent des personnes, des activistes, ils sont aussi arrêtés et poursuivis. Ceci, un plan orchestré qui utilise tous les moyens, que ce soit des pratiques de l'exécutif sécuritaire, des pressions sur le judiciaire, un arsenal juridique pour servir à faire répression sur les acteurs de la société civile et les manifestants.
Et je finis ici par le rappel au Conseil des droits de l'homme qu'il faudra prendre des étapes concrètes, envoyer des signes aux autorités algériennes qu'ils ne devraient pas et qu'ils ne peuvent pas, sans impunité, en toute impunité, continuer dans cette campagne de répression. Et si c'est le cas, ils pourraient avoir une mission d'investigation qui pourrait éclaircir et enlever cette charge lourde sur les activistes, soit de continuer et documenter et être réprimés, eux et leurs membres de famille, soit isoler totalement l'Algérie et qu'on n'a aucune information des violations qui se passent et qui augmentent, et continuer les affaires avec le régime algérien pour le gaz et le pétrole. Merci. Merci Karim pour cette intervention et pour avoir effectivement rappelé comment on appelle ça, le dilemme que l'État algérien essaye de mettre les Algériens dedans, soit la dictature, soit le retour au chaos des années noires, tout en sachant que c'est absolument pas ni la demande ni l'objectif du Hirak qui, comme Mouloud a exprimé avant, c'était un Hirak pacifique qui voulait des changements politiques et des changements politiques, on va dire, par les voies pacifiques et par les voies de la consultation, et qui malheureusement est réprimée. Et comme une des participantes au séminaire l'indique, c'est que les personnes qui sont arrêtées, même une fois libérées, les activistes, ils perdent leur emploi et ils se retrouvent à être obligés à payer des amendes très, très importantes, comme confirmé par Aïssa. Nous avions une panéliste qui malheureusement n'a pas pu se joindre. En fait, il y a qui n'a pas pu se joindre à nous, mais je pense pour des raisons techniques ou de conflits de réunion, plus une autre panéliste qui, elle, s'est désistée alors, pour est-ce que la personne qui devait intervenir est là ou pas? Non, on n'a pas de nouvelles à mon avis. Donc, elle ne pourra pas intervenir. Une autre panéliste, notre panel était un panel assez balancé, qui, elle, pour des raisons de sécurité, n'a pas pu intervenir. Donc, on va pour le moment arrêter les interventions là et prendre des commentaires et des questions des participants, mais aussi des personnes qui nous suivent sur le webinaire en ligne ou sur Facebook. Je voudrais aussi rappeler que ce que nous vivons aujourd'hui en Algérie, et effectivement, pour ceux qui suivent la question algérienne depuis des années et des années, on se rend compte que le régime, effectivement, la tête du régime a changé, mais comme d'habitude en Algérie, on va dire les mains qui contrôlent le régime dans ce qu'on appelle en anglais souvent le back-office, en français on dit dans la cuisine interne ou la cuisine arrière, continuent à utiliser les mêmes techniques. Une de ces techniques, c'est aussi, même si maintenant l'Algérie ne s'intéresse plus autant qu'avant à son image au niveau international, une de ces techniques, c'est aussi ce qui se passe au niveau du Conseil des droits de l'homme, au niveau international, à faire croire que tout va bien en Algérie et que les gens qui s'opposent, c'est une bande soit de terroristes, soit de séparatistes, soit on va leur trouver tous les caractères. Donc, est-ce qu'on a des questions, entre les panélistes, mais aussi venant de l'audience? Et je voudrais saluer la présence parmi nous de l'ancienne présidente de la FIDH, Souhair Belhassan, et aussi de Najla qui assiste et qui écoute. Et je pense que j'espère que ce que nous disons ici va aussi être transmis aux rapporteurs spéciaux, au Conseil des droits de l'homme, parce qu'il a un rôle important à jouer. Il n'est pas acceptable que l'Algérie continue à jouir
d'une sorte de, comment on appelle ça, wildcard ou une sorte de joker pour continuer à violer les droits de l'homme, à kidnapper les défenseurs sans qu'il ne soit pas demandé des comptes à la diplomatie algérienne et au pouvoir algérien. Donc, est-ce que nous avons des questions? Donc, a priori, il n'y a pas de questions de l'audience. Est-ce que les panélistes, nous avons encore à peu près une quinzaine de minutes, donc est-ce que les panélistes ont des commentaires supplémentaires à apporter? Non, a priori. S'il n'y a pas de permets, questions... Wadia. Oui, vas-y, Aïssa. Oui, c'est juste pour attirer l'attention des amis et des camarades sur le cas Zaki Hanach qui devient un cas très délicat. Parce qu'on a vu la dépêche de l'agence de presse française qui ont rendu public une communication entre le président français et le chef de l'État algérien qui ont discuté sur le désagrément qu'a causé le dossier Amira Bouraoui. Mais c'est un signe très fort en direction aussi de Zaki Hanach parce que là, ils disent que ça ne va plus se reproduire. Du coup, donc, Zaki Hanach, je pense qu'actuellement, il est très en danger. Le danger d'une véritable extradition vers l'Algérie et probablement d'un traitement inhumain et d'un emprisonnement qui va prendre beaucoup de temps pèse sur l'activiste Zaki Hanach. Ok. Est-ce que d'autres commentaires? Oui, Mouloud. Oui, merci, Wadia. Bon, j'aimerais me joindre, exprimer aussi mon inquiétude sur la situation de Zaki Hanach, qui est peut-être la personne qui, individuellement, a le plus documenté les violations des droits de l'homme en Algérie. Et le fait qu'il puisse être extradé en Algérie serait un signe fatal pour pour tous ceux qui, encore aujourd'hui, au risque, d'abord pour, ce serait une question dommageable, effectivement, pour lui, mais plus largement sur un plan systémique pour tous ceux qui, encore aujourd'hui, transmettent de l'information, essayent de documenter les violations des droits de l'homme. Si ça se passe, le régime aura réussi à organiser une répression à huis clos, puisqu'on voit que la presse aujourd'hui est muselée, et on voit ça avec le procès, peut-être l'exemple, le procès hier, qui était une farce de Ihsan El-Qadri. Je voudrais juste, sur cette question de la documentation, juste ajouter une chose, c'est que on a le même jour que l'ordonnance d'élargissement de la définition du terrorisme, on a une ordonnance sur les documents administratifs et notamment la question de la diffusion d'informations de documents classifiés. Et pour la première fois, à ma connaissance, on a un cas de poursuite sur le fondement contre un chercheur, Raouf Farah, pour ne pas le nommer, qui est en détention préventive à Constantine avec son père âgé de 67 ans, qui est poursuivi sur deux fondements. L'article 95 bis, le délit de solidarité dont il a été question tout à l'heure, l'article 95 bis du Code pénal, et d'autre part sur la loi sur l'ordonnance sur les documents administratifs. Et on voit une première application, et quand on regarde, on a aussi un jeune masterand, un jeune étudiant qui a travaillé sur le MAC à Oran et qui est en détention provisoire à cause de ça, parce que tout simplement, il enquête sur le MAC dans le cadre de sa recherche universitaire, et il s'est retrouvé aussi poursuivi pour appartenance au MAC, et donc appartenance à une organisation terroriste avec un placement en détention provisoire. Donc ces questions-là, je pense on voit encore qu'il y a une nouvelle fois, malheureusement, un grand élargissement
des moyens de la répression et du champ de la répression, puisqu'elle touche aujourd'hui aussi des chercheurs. Merci beaucoup Mouloud. Nous avons deux questions. Une question de Leslie Picmal qui demande, alors je ne sais pas si techniquement on peut lui donner la parole, peut-être pour lui poser la question directement, mais en attendant, il y a une question d'une personne anonyme, donc je suppose qu'elle ne souhaite pas donner son nom. Elle demande ce qui s'est passé à Annaba, parce que l'info apparemment est totalement occultée. Alors, je ne sais pas si un des panélistes peut répondre à ça, et ensuite on donnera la parole à Leslie pour poser sa question. Et voilà. Est-ce que quelqu'un a des informations sur le cas de Annaba? Je pense que Raouf Farah, je viens d'en parler. avait répondu, c'est Raouf Farah. Et Mustafa Ben Jama, sa situation a été abordée tout à l'heure par Amna Ghlali. D'accord. Il y a d'autres personnes qui sont en détention provisoire dans deux affaires différentes. Dans deux affaires différentes. Mais peut-être qu'Amna peut parler de des informations qu'elle a sur la situation de Mustafa Ben Jama. D'accord. Amna, si on peut, voilà, effectivement, si elle peut donner des informations. Et Leslie, tu peux poser la question. La parole est à toi, maintenant que tu es dans le panel. Bonjour, merci. Merci à tous les intervenants. Et donc, je pense aux autres interlocuteurs qui peut-être suivent le webinaire. Et du coup, est-ce que vous pourriez préciser un peu plus en détail quelles pourraient être les mesures les plus potentiellement efficaces que devraient envisager les États européens et que devrait envisager l'UE par rapport à la situation des droits humains et de l'état de droit en Algérie? Voilà, quelle serait la boîte à outils, quelles seraient les mesures plus précises qui pourraient être envisagées et que vous préconiseriez? Merci. Je pense que c'est une question politique déjà. Pourquoi? Parce que les États européens et l'Union européenne en général, premièrement, c'est en termes de restitution des biens dilapidés par les régimes algériens, par les responsables du régime algérien. C'est une procédure qui, juridiquement, très compliquée, très complexe, mais déjà lever le secret et informer le peuple algérien, parce que là, c'est le denier du peuple algérien, c'est l'argent du peuple algérien. Et quand le peuple algérien n'est pas au courant des sommes faramineuses, voire astronomiques, qui ont été dilapidées par les pantins du régime, on ne peut pas avoir une considération, comment dirais-je, assez correcte vis-à-vis des États européens. Ça, d'une part. Comme les droits humains qui ont été violés en Europe de l'Est ont été dénoncés par les États européens de l'Ouest, c'est aussi de leur devoir moral, politique et éthique que d'avoir cette attitude vis-à-vis des pays du sud de la Méditerranée, pas seulement l'Algérie, mais ce qui se passe au Yémen, ce qui se passe en Égypte, ce qui se passe en Tunisie, ce qui se passe au Maroc, en Algérie, sont des cas édifiants. Il faut qu'on considère que les droits de la personne humaine, que les droits humains ne soient pas seulement les droits humains d'un continent, mais que c'est des droits universels et indivisibles. Donc, le premier effort que les États doivent faire, c'est un effort sur eux-mêmes, c'est un effort sur soi, et se regarder devant une glace en disant, en fin de compte, qu'on n'est pas très correct avec les autres pays du monde. Merci Aïssa. Mouloud, oui. Oui, sur ça, je pense qu'il n'y a pas de solution miracle ou d'une seule mesure, mais vraiment une série de mesures différentes et d'actions différentes qui permettent d'exercer une pression suffisante sur les autorités de manière à ce qu'elles comprennent qu'il y a des limites dans la répression et que la répression n'est pas une option. Alors, le problème, c'est qu'aujourd'hui, le propos ne peut être que politique, là, mais il y a une fuite en avant dans
dans l'autoritarisme et dans la dictature du point de vue des autorités algériennes. Et de l'autre côté, il y a l'illusion. Alors, il y a un État qui peut parler, qui peut faire du business en Algérie et qui peut dire des choses sur les questions politiques et sur la question des droits de l'homme, des violations des droits de l'homme, ce sont les États-Unis d'Amérique. Et on voit bien que quand on est puissant, on peut faire à la fois du business et prendre des contrats et en même temps dire les choses ouvertement et obtenir un tout petit peu de résultats. Maintenant, la première chose, mais ça nécessite une pression des sociétés civiles et notamment de la diaspora algérienne en Europe et en Amérique du Nord, c'est qu'il faut exercer des pressions sur les gouvernements, les exécutifs nationaux, de manière à ce qu'ils prennent conscience, ou en tout cas, même s'ils en ont conscience, mais qu'ils sachent que ce que est en train de leur promettre le régime actuel, ce n'est pas la stabilité, mais les conditions de l'effondrement ou de l'implosion. Et ça, je pense que les exécutifs nationaux européens en ont confusément conscience, mais qui se disent que tant que ça n'a pas explosé, ça ira. Et que peut-être qu'ils considèrent qu'il n'y a pas d'autre alternative, à part que l'alternative existe. Mais le choix qui a été fait par le Hirak a été celui d'une action pacifique face à un État, un régime qui est par essence coercitif. Et donc, forcément, l'alternative ne peut pas être construite par des moyens violents et ne peut pas arriver facilement. Donc, dans un contexte de ce type-là, et elle ne doit pas arriver par des moyens violents. Donc, ce que je pense être une série de mesures, ça peut être justement d'abord le langage de vérité public, au-delà même de toute action, parce que c'est peut-être ce qui fait le plus mal et qui démontre le plus le discours actuel des autorités sur la soi-disant stabilité, la reconstruction des institutions. On a exactement le même discours que dans les années 90, alors qu'on est dans un contexte tout à fait différent, mais il y a beaucoup de parallèles à établir sur le parachèvement de la démocratisation des institutions. Et on est en 2023 et on peut lire exactement la même chose qu'en 1997, au moment où il y a eu les premières élections législatives après l'interruption des élections de 91-92 ou le coup d'État, appelez-le comme vous voulez. Donc, on est dans le même type de configuration, à part que là, c'est le peuple tout entier et dans sa diversité qui est entré dans l'équation politique et qui a changé les choses parce que aujourd'hui, jamais intérieurement, le régime algérien n'a été aussi instable. Et donc, il y a des mesures, bien sûr, de condamnation, mais d'abord la verbalisation publique est un élément très important parce que ça permet de montrer que les gens qui sont à l'intérieur et qui subissent la répression ne sont pas seuls et qu'au moins on est capable d'analyser la situation correctement. Merci. Et la libération des détenus d'opinion, évidemment. Merci Mouloud. Il y avait aussi un commentaire de Saïd Salhi, notre ami Saïd Salhi sur Facebook concernant la visite des rapporteurs spéciaux de l'ONU qui sont prévus en 2023. Il y a 2 visites. Selon ma connaissance, et nos amis du Cairo ou mes collègues du réseau peuvent corriger, mais les demandes sont, enfin, l'État algérien n'a pas encore répondu positivement ou négativement sur la question, et les demandes sont en cours. Et à mon avis, ma connaissance de l'État algérien, c'est que s'il va les autoriser de venir, ça ne serait pas avant la fin de l'année, histoire de gagner du temps et de gagner du temps. Mais pour le moment, il n'y a pas de visite programmée à notre connaissance. Sinon, je reviens sur la question concernant Annaba. Apparemment, la question concernait la vidéo de soi-disant voyous qui ont été dénudés et filmés par la police. Et la vidéo a été virale, puis tout de suite étouffée. Alors, je ne sais pas si… Donc, ce n'est pas la question de Raouf Farah et des autres personnes. Donc, je ne sais pas si quelqu'un ici a des informations là-dessus. Et sinon, voilà. Je suis vraiment désolée, mais je dois là. partir. Et Amna, vous devez partir. Voilà, vous devez partir. Merci Donc, beaucoup. est-ce que vous avez une dernière phrase? De toute façon, je pense que dans 4 minutes, l'événement va s'arrêter. Donc, est-ce que vous avez peut-être en 1 minute En fait, je voulais souscrire un peu à ce que disait Mouloud sur la nécessité d'envisager voilà, des actions
multiples auprès des partenaires internationaux, mais il me semble que la volonté, en tout cas jusqu'à présent, de vraiment faire pression n'y est pas. C'est ce qu'on a constaté. Donc, même à la suite de la résolution du Parlement européen, je pense l'année dernière, qui avait quand même contenu un message très fort avec des demandes et des recommandations concrètes à l'égard des États membres. Mais rien de tout cela n'a été fait. Des choses même minimes telles que le fait, par exemple, d'assister à certains procès. Il y a une résistance énorme par rapport à cela et une crainte qu'il y ait des mesures de rétorsion ou voilà, une contre-attaque de la part des autorités algériennes, même pour des actions minimes. Donc, il me semble que on doit vraiment, nous, en tant que société civile, élever le débat sur l'Algérie de manière à faire comprendre qu'il y a aujourd'hui vraiment une répression qui commence à prendre les contours, des contours très, très inquiétants et qui va au-delà voilà, de ce qu'on a constaté jusqu'à présent. Il peut y avoir un basculement vraiment vers une violence systématique à l'égard des militants, des associations, des activistes. Et je trouve qu'on est encore en deçà du discours qu'il faut adopter par rapport à l'Algérie. On voit que, par exemple, si on compare la situation, et je crois que Karim tout à l'heure comparait les deux situations de l'Algérie et de l'Égypte, même si elles sont différentes, dans le fait qu'en Égypte, il y a quand même un recours très systématique à la torture et au mauvais traitement. Mais le type de répression est pratiquement le même. Et on voit que par rapport au profil de l'Égypte dans la sphère internationale et le fait qu'il y a de plus en plus de critiques à l'égard de l'Égypte et de plus en plus donc, de volonté de l'inscrire au sein du Conseil des droits de l'homme avec la volonté d'activer les mécanismes tels qu'une commission d'enquête, etc. En Algérie, on n'en est pas encore là et je trouve que c'est vraiment raté en quelque sorte ce tournant de la répression et la nécessité d'y mettre un terme avec plus d'engagement vraiment très très fort. Voilà. Merci Amna. Nous arrivons au terme de ce séminaire. Je vois que Amira s'est jointe à nous. Merci. Juste avant, Souhair, oui, une seconde. Souhair, je soutiens entièrement ta proposition de faire une mission en Algérie et je pense que la FIDH et le réseau peuvent s'y associer et c'est une demande à suivre. J'en en reparlerai sûrement aussi avec Aïssa. Amira, je sais que vous avez eu un empêchement. Il est 2h30, donc je ne sais pas, avec nos amis du Cairo, la réunion, l'événement était censé être 1h30. Je ne sais pas si ça serait intéressant que nous puissions écouter en tant que journaliste et militante politique franco-algérienne, ça serait bien d'écouter vos commentaires, mais là-dessus, le Cairo, on peut prolonger de 5-10 minutes pour donner la parole à Amira. Je pense que c'est possible. Ok. Donc, Amira, tu as la parole, enfin, je vais dire 10 minutes pour clôturer on va clôturer avec toi cet événement. Amira, vous êtes en mute. Allô? Oui, là, on vous entend. Là, vous m'entendez? Ouais. Saluer et présenter mes excuses ici avec les grèves. Donc, c'est mon train de Paris-Grenoble qui a été un petit peu retardé.
On perd le son. Alors, vous êtes dans le train encore? Amira, vous êtes en mute. Allô? Oui, allô, là, on vous vous entend. m'entendez? Voilà, on Oui, vous je tenais entend. donc à m'excuser à cause des grèves, etc. Je suis en gare. Ah, d'accord. Je vous présente mes excuses. Je n'ai malheureusement pas assisté à la réunion et tout ce que je peux apporter ne peut être qu'un témoignage. Un témoignage de tout ce qui se passe effectivement en Algérie. Après le Hirak, il y a une sorte de répression continue. On a longtemps espéré, donc même au niveau de Radio M où j'animais le café presse politique, on continuait à espérer quand même qu'on nous lâche un petit peu, qu'on cesse de jeter à tout va des militants en prison. Il reste encore des centaines qui sont derrière les barreaux. Et puis, il y a cette politique de la carotte ou le bâton, c'est-à-dire, ou alors vous présenter des excuses d'avoir milité ou de s'être exprimé ou d'avoir tout simplement écrit un statut Facebook, ou alors la répression, elle peut s'abattre sur vous de différentes manières. Tout d'abord professionnel, donc vous perdez systématiquement votre job. Ensuite, ça peut être des interdictions de quitter le territoire injustes et non justifiées par la constitution algérienne qui stipule clairement que vous ne pouvez pas être interdit de sortie, sauf si vous êtes sous contrôle judiciaire, ce qui n'était par exemple pas le cas me concernant et pas le cas concernant pas mal de militants à qui on a retiré le passeport, ou alors c'est la case prison comme ce que vit actuellement Qadi Ehsen, donc directeur de la radio, qui a été scellé, comme tout le monde le sait, au mois de décembre dernier. Il a été pendant 2 ans continuellement convoqué, comme nous l'avons été tous, puisqu'après le séjour de la prison que j'ai pu effectuer en 2020, c'était continuellement des procès dans des tribunaux différents. Parfois, vous vous retrouvez convoqué dans 2 tribunaux, dans 2 wilayas différentes et à la même heure, c'est-à-dire c'est une répression qui ne veut tout simplement s'arrêter. Alors le directeur de Radio M a été condamné, enfin le procureur a requis hier contre lui 5 années de prison, et puis vous avez la même semaine où on autorise un autre militant, Rachid Nekes, qui à plusieurs reprises a écrit des lettres d'excuses afin de bénéficier dans un premier temps d'une grâce pour être relâché, et par la suite, afin d'obtenir son autorisation de voyager, il a dû encore profiter, entre guillemets, et tant mieux pour lui, et j'espère que ça sera le cas pour les autres, de ce qu'on a nommé l'affaire Amira Bouraoui. Je ne me considère pas, bien entendu, comme étant une affaire. Je suis une citoyenne, je suis médecin, je suis militante, et j'estime que... Vous m'entendez? Allô? Oui, Allô, on vous entend là. Oui, On vous a et perdu, donc toute mais... cette histoire... Non, on vous repère. Je pense que Amira, on Allô? vous a perdu. Allô? Oui, voilà. Non, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Donc, j'estime que je ne suis pas une affaire, mais juste une citoyenne qui a subi... Bon, la répression, je connais déjà parce que c'était déjà le cas, parce que c'est un peu le même système. Nous, par millions, quand nous sommes sortis dans la rue afin de demander un changement, ce n'était pas uniquement Bouteflika qu'on voulait changer, mais ce sont des méthodes, les méthodes d'un système répressif où vous êtes dans l'obligation d'être le courtisan du président et du pouvoir en place. Vous n'avez pas le droit à de mettre une critique, vous n'avez pas le droit de donner un avis, quel que soit l'avis, s'il est contraire avec la pensée unique du moment et donc celle du pouvoir, vous vous retrouvez stigmatisé comme étant un ennemi de la nation, un ennemi des intérêts de l'Algérie. Alors les chefs d'accusation, n'en parlons pas, ce sont des dizaines de chefs d'accusation, toutes farfelues, plus farfelues les unes que les autres. Alors vous avez droit à tout. Et quand j'ai pris la décision, et après l'incarcération de Qadi Ehsen au mois de décembre dernier, qui a été ramassé comme un vulgaire délinquant dangereux à minuit de chez lui, alors que c'est juste un journaliste, c'est-à-dire que je voyais vraiment que cette répression ne s'arrêtait pas. Et j'avais pris effectivement la décision de quitter l'Algérie de manière illégale, parce que même si de manière illégale, on m'avait empêché de voyager auparavant, ensuite ils ont, entre
guillemets, légaliser la chose qui est resté quand même anticonstitutionnel, parce que ce sont plusieurs années où vous ne pouvez plus voyager, vous ne pouvez plus aller voir votre fils qui étudie ailleurs, vous ne pouvez plus prendre un bol d'air frais, et je comprends par exemple le journaliste Saad Bouarba qui était en larmes en train de dire on m'a enlevé mon passeport, c'est-à-dire que c'est de la pression et de la répression en continu. Par la suite, comme c'était très facile, vu que Bouraoui a la nationalité française et qu'elle s'est barrée en France, ben voilà, donc vous êtes une traîtresse avec toute cette opinion qu'on remonte contre vous parce que vous êtes allé chez l'ancien colonisateur. Alors on instrumentalise bien entendu la fibre du nationalisme primaire, on va instrumentaliser la fibre de la religion, parce que j'ai longtemps milité contre l'obscurantisme et non pas contre la religion musulmane, mais contre son instrumentalisation qui nous a menés à 10 ans de guerre civile. Donc, on va vous stigmatiser, on va faire de vous un traître, une persona non grata, et puis voilà, ensuite on tourne la page. Merci beaucoup Amira, et repose-toi après ce long voyage en train interrompu par les grèves. Merci beaucoup à tout le monde, à tous ceux qui ont assisté, et effectivement c'est un séminaire mais qui sera suivi d'actions de part et d'autre. Je pense que les intervenants et les personnes qui ont assisté et les questions qui ont été posées, on va essayer de voir comment nous pouvons faire suite à certaines propositions. Et je suis désolé pour le peu de retard que nous avons. Je sais que certains ont quitté et les autres, je les remercie et je m'excuse auprès des interprètes je pense qu'ils avaient prévu 1h30 et non 10 minutes de plus. Merci beaucoup à tous et bonne fin d'après-midi. Et espérons que la communauté internationale, en particulier les Nations Unies et l'Union européenne, prendront des décisions un peu plus courageuses concernant l'Algérie. Merci beaucoup. À la fin. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.